Merci Achille de nous faire l'honneur, le privilège d'être là avec nous, parce qu'effectivement, vos réflexions animent le club depuis le début. On sait à quel point on a une urgence absolue du temps long. Au fond, on est toujours dans un système où aujourd'hui le scientisme, le productivisme, le consumérisme, même Verdi est le cœur de notre modèle de développement. Pourtant, quand il y a eu la Renaissance, les Lumières, la Révolution, le positivisme a pensé au fond la sortie des théologies, le progrès humain, y compris à travers la science et la technique, la technologie comme outil de libération, de bien-être, d'accroissement de productivité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'a été la construction de notre modèle, au fond, a totalement perdu son sens. On appelle toujours ça le progrès, en tout cas c'est comme ça que c'est revendiqué, mais au fond, le scientisme, la technologie, au fond, l'enjeu c'est son déploiement, pas son sens, comme la question du progrès. Aujourd'hui, on voit à quel point, là aussi, on est en perte de sens. Je lisais, je ne sais pas si vous avez vu, Le Monde, daté d'aujourd'hui, sorti hier, qui titrait sur la géo-ingénierie solaire, sur la réponse au dérèglement climatique. Et c'est assez passionnant, et ça dit totalement dans quel débat nous sommes aujourd'hui. On a un Américain qui s'appelle Luc Issema, peu importe. En avril 2022, il a lâché dans la stratosphère 2 ballons gonflés à l'hélium avec du dioxyde de soufre. Pour essayer, vous savez, la géo-ingénierie solaire, c'est on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, mais on a le fantasme d'une technologie qui, à un moment donné, va réparer et va compenser. Et ce type n'y connaissait rien il y a encore quelques mois. Et même, paraît-il, sur son site internet, il raconte qu'il y a des articles scientifiques qui sont écrits par ChatGPT. Donc, on est dans l'illusion techniciste absolue. Et la géo-ingénierie qui était longtemps financée par les climato-sceptiques, toutes les fondations du pétrole, aujourd'hui est financée par des fondations dites philanthropiques, genre les Bill Gates et tout ça. Et au fond, je pense que quand on lit cet article, on est au cœur de toute notre problématique. De la même façon, il y a encore, on en discutait tout à l'heure en déjeunant avec Achille, on a ChatGPT là, et en même temps, de cette innovation qui est censée résoudre à peu près tous nos problèmes, qui devrait nous permettre d'aller jouer aux cartes, d'aller se balader au soleil et de bouquiner, on a une réforme des retraites dont le mot d'ordre est travailler plus pour produire plus. Donc on est absolument dans cette impasse. On a cette impasse donc de long terme, et puis on a cette impasse, cette course de court terme, qui est le basculement d'une partie de nos régimes politiques, des démocraties vers des démocraties libérales, voire vers des dictatures. Et on sait que ce qui fonde une partie de ces dérives, de ces basculements, c'est cette crise de l'avenir, les chocs climatiques, les chocs pandémiques, les chocs financiers, les guerres, donc au fond, cette trouille absolue de l'avenir qui valide, légitime, toutes celles et tous ceux qui se projettent dans le passé. Quand une société est prise de vertige, malheureusement, on a plutôt tendance à regarder avec ses tripes en bas que d'avancer et d'utiliser son cerveau pour aller de l'avant. Et dans ce nationalisme, dans ces replis politiques, on constate, et la lame de fond est là, c'est-à-dire Bolsonaro et Trump ont fait plus de voix, ils ont perdu, ils n'ont pas été réélus, heureusement. Mais quand on regarde leur dérive politique, et ils ont fait plus de voix à leur deuxième élection qu'à leur première. En Europe, on a l'Italie, la Suède qui ont basculé. On s'interroge si demain l'Espagne ne va pas basculer également. Donc il y a cette lame de fond politique qui est profondément, et votre livre en parle parfaitement, un déni de toutes les réalités, notamment de la réalité écologique. Puisqu'au fond, c'est un repli, c'est de l'identitarisme, c'est la négation de ce qu'il y a en commun,
puisqu'au fond, le cœur de leur logique politique, c'est nous contre eux contre nous, et que pour régler tous les problèmes, tous les grands défis, il faut évidemment faire ensemble. Et qu'ils en sont à un tel point que c'est la négation de l'écologie, c'est l'identitarisme ramené, j'allais dire, à sa plus faible, sa plus fragile base, c'est comme on ne sait plus quels sont nos repères, comme on ne sait plus à quoi s'accrocher, j'ai presque être grossier, à un moment donné, leur idée c'est les hommes, accrochons-nous à nos sexes, on n'aime pas les femmes, on n'aime pas les homosexuels, parce qu'au fond, c'est le dernier truc qui semble tenir à peu près. Ce qui est quand même la réduction absolue de la pensée politique, mais c'est quand on regarde les régimes autocratiques, ils sont climato-sceptiques, ils sont homophobes, ils sont misogynes, et donc on est dans cette vague. Et donc, au fond, le sujet de ce club, et j'en conclus là, c'est comment on arrive à reconstruire des sociétés ouvertes, comment on arrive à se redoter à toutes les échelles d'un socle commun de valeurs qui nous permettent de traiter les défis. Et qu'aujourd'hui, pour nous, en tout cas, dans ce club Maison Commune, c'est le grand sujet. Comment dans notre pays, comment en Europe, comment à l'échelle internationale, comment à l'échelle planétaire, sur la base de valeurs très très fortes, mais sur la base d'une utopie, sur la base d'un espoir, on arrive justement à nous redonner une perspective et à traiter correctement les défis qui sont devant nous. Donc merci encore infiniment de nous donner un peu d'intelligence aujourd'hui avec nous. Merci. Moi, je resterai plus proche du livre, mais enfin, vous voyez comment, à travers l'introduction de David et celle de Yannick, comment il embrasse une réalité qui est beaucoup plus riche, extrêmement riche et large. Donc, je raterai évidemment plein de morceaux, mais vous serez là pour compléter, et surtout Achille. Et puis, je m'autoriserai à vous lire parfois des passages, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore pu le lire, il vient tout juste de sortir. Et puis aussi parce que si c'est parfois compliqué, la langue est belle, et c'est compliqué aussi parce que quand on parle de choses dont on n'a pas l'habitude, parfois il faut aussi inventer des façons de dire, des nouveaux mots, des concepts, et même la façon de les dire, c'est pas des choses qui sont habituelles, parce que justement c'est pas toujours la façon habituelle qu'on a de penser. Alors, je m'inscris aussi dans ce que disait David. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment tenu à vous inviter, à vous entendre ? Parce que vous avez relevé le défi, vous avez eu cette audace d'essayer de construire une utopie. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vous lis, alors c'est seulement le 3e que je lis, mais à chaque fois vraiment, c'est, qui me frappe et puis qui m'épate et qui m'enthousiasme, c'est votre capacité à nous ouvrir des perspectives, vraiment à nous ouvrir le cerveau, en fait, à nous aider à penser autrement. Et moi, après, à chaque fois que je vous lis, je me dis... Alors je me dis pas, c'est bon, on voit quoi faire pour éviter de sombrer dans la barbarie et tous mourir carbonisés, mais je me dis, si ça se trouve, il y a quand même quelque chose à faire, c'est possible, on va pouvoir encore participer à l'histoire, écrire quelque chose, et tout n'est pas forcément foutu. Je vous lis un de ces premiers passages, là c'est juste une phrase, mais que je trouve vraiment très très belle, où vous dites, même si c'est difficile, on peut demeurer fidèle au futur comme promesse, même s'il ne cesse de se dérober et de s'éloigner. Donc moi je l'ai compris comme même si on est conscient de la catastrophe en cours, il y a peut-être quand même un avenir possible à construire et à inventer. Alors la première question que je voulais vous poser, Achille Mbembe, c'est pourquoi est-ce que vous êtes attelé à cette tâche de construire une utopie ? Pourquoi c'est important d'avoir une utopie, d'avoir des utopies ? Merci beaucoup, Barbara. Je crois qu'il est bon que avant de répondre à votre question, que je vous dise moi aussi toute la joie que j'ai d'être ici cet après-midi. Yannick ne nous est pas du tout étranger en Afrique. Étienne est là, il peut en témoigner. Yannick a été un compagnon pour beaucoup d'acteurs de terrain qui, notamment dans la région ouest-africaine, sahélienne, ont essayé au cours des années précédentes de forger de nouveaux chemins. Et il le reste aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était lorsque Pascal et les éditions La Découverte m'ont dit
et j'aurai cette possibilité de vous rencontrer, évidemment, je n'ai pas du tout hésité. Et donc je vous remercie énormément. Je remercie aussi la Fondation, David, pour son introduction, qui a bien campé lui-même et vous le problème. Je remercie la découverte, Pascal est là, Stéphanie et Thomas, et le club. Alors, Barbara, votre question, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai entrepris cette tâche. Et pourquoi c'est important une utopie pour vous? Et pourquoi c'est important. Alors, c'est une tâche à laquelle se seront attachés beaucoup de générations qui nous ont précédés. Dans le contexte africain et diasporique, c'est une tâche qui aura commencé avec l'avènement de la modernité elle-même. C'est-à-dire le moment au cours duquel s'effectue la rencontre entre le continent africain et le monde qui émerge, en particulier autour de l'Atlantique. Ceci bien avant la révolution industrielle. C'est le monde, je dirais, du premier capitalisme dont beaucoup d'entre nous parlent, moi, dans Critique de la raison nègre en particulier. C'est un monde effectivement organisé autour d'échanges de tout genre, échanges des dieux avec l'évangélisation, échange de produits commerciaux rares à l'époque, c'est-à-dire dotés de valeurs, effectivement, et paradoxalement, échange d'êtres humains par la voie de la traite des nègres en particulier. Et l'implantation, notamment dans les Amériques, de sociétés absolument inédites, parce que ne correspondant pas du tout aux vieilles sociétés européennes, ne correspondant pas du tout à celles-là, organisées autour d'un principe nouveau qui est le principe de race, autour d'unités de production dont la plantation est, disons, le cœur tout à fait nucléaire, et organisé autour d'une répartition, une redistribution de l'humanité en humains pléniers, si vous voulez, et en d'autres espèces qui, tout en présentant des éléments de l'humain, sont plus qu'humains, puisque proches de la nature et pouvant être traités effectivement de la sorte. Et à partir de ce moment-là, naît sur les pourtours de l'Atlantique, dans ce triangle qui va de l'Europe aux Amériques et puis à l'Afrique, une pensée qui s'efforce d'organiser la remontée en humanité de ce dont l'humanité est contestée. Ça, c'est avant la révolution industrielle. La révolution industrielle, comme on le sait tous, accélère ce processus et l'articule plus qu'auparavant autour de la réalité de l'exploitation capitaliste et la production de classes entières de la société. Nous savons quelle en est l'histoire. Et donc, Barbara, le travail s'inscrit dans la continuité de cet effort entrepris à l'époque, notamment aux États-Unis,
par des intellectuels noirs américains en particulier, et qui se poursuit donc à l'époque coloniale dans les grandes métropoles européennes, à Paris, mais aussi à Londres et ailleurs, et qui se poursuit en Afrique même, au lendemain de la décolonisation, et qui est ponctué par des tas d'auteurs, on ne peut pas les énumérer tous, Césaire, Fanon, Glissant et plusieurs autres, et qui aujourd'hui est repris dans des lieux tout à fait particuliers. Je pense aux ateliers de la pensée à Dakar, au type de travail, Étienne, que tu fais dans le monde de la création, dans des lieux comme Johannesburg, Lagos, dans ces domaines de la créativité, de la création générale, qui n'est pas que le texte écrit, mais qui est aussi le texte performé, le texte dansé, le texte sculpté, des langages du religieux, et ainsi de suite. Et lorsqu'on examine ce trésor, effectivement, on y voit un élément permanent qui se rattache à la question de savoir comment faire de l'Afrique un lieu habitable, comment transformer le continent africain en une maison habitable par tous, et ce faisant participer à la transformation du monde en un monde où place est faite à tous. Parce que le long de ce chemin qui mène du XVe siècle jusqu'au XIXe, et aujourd'hui d'ailleurs, place n'aura pas toujours été faite à l'humanité africaine. Et donc le livre s'inscrit dans cette longue tradition et s'enrichit au fur et à mesure des rencontres qui ont eu lieu avec les pensées latino-américaines, les pensées européennes, dont il faut répéter qu'elles font partie de notre patrimoine commun. Il ne s'agit pas du tout de les élaguer. Des pensées chinoises, indiennes, et ainsi de suite. On sait que sa survie et la nôtre ne sont vraiment pas sûres. Vous avez répondu à ma question suivante avant que je vous la pose, qui portait, mais je ne vais pas me laisser faire, qui portait davantage sur d'où est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui irrigue votre travail, votre pensée. Alors, vous y avez partiellement répondu, et j'avais envie que vous me parliez aussi de la philosophie africaine et de l'animisme, mais avant, je voulais lire quelques petits passages qui m'ont beaucoup plu aussi, justement sur l'Afrique comme point de départ. Prendre l'Afrique comme point de départ d'une enquête concernant les devenirs de la Terre et les destins de la technique présente de nombreux avantages. L'Afrique est en effet l'une des régions du monde d'où auront émergé une théorie du vivant, une théorie de la parole. La plupart des cosmogonies africaines sont en effet basées sur l'évolution et les transformations des 4 éléments que sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Tous ces éléments sont dotés d'un rythme intérieur, mais ils ne sont vivants que parce qu'ils participent à un échange d'énergie entre eux. Un autre passage, vous invoquez souvent l'exemple des Dogons. Donc chez les Dogons, toutes les catégories d'êtres et de choses de l'univers, à savoir les astres, les tissus, les animaux, les institutions, rien que mettre dans une même phrase toutes ces expressions-là, c'est quand même assez... En tout cas, c'est pas fréquent. Font l'objet de classifications. Chaque catégorie d'êtres ou de choses, donc il y a bien des catégories, mais chaque catégorie est en correspondance avec toutes les autres. Chaque catégorie est en rapport avec l'une des 22 parties du corps humain. Donc chaque catégorie est en lien avec les autres, mais aussi en lien avec les parties du corps humain, lui-même considéré comme un tout. Et ce dernier petit passage, dans les savoirs ancestraux africains, l'humanité ne se pense pas en propriétaire et maîtresse régnant sur la terre. Il n'existe pas de hiérarchie entre les différentes formes de vie, puisque toute forme de vie, est ainsi que le montrent en particulier les contes, supposée être dépositaire d'une intelligence spécifique. Donc ça n'est pas forcément exclusif à l'Afrique, mais enfin, ça lui est quand même vraiment propre. Est-ce que vous pouvez nous développer aussi un petit peu tout ça? Alors, dans la salle, il y a peut-être des gens qui lisent tout le temps sur l'anthropologie africaine, l'animisme, mais je pense que votre façon de nous le représenter nous intéresse. Je voulais prendre au sérieux
la sorte de réflexion ou la somme des pensées qui ont quand même été forgées par les plus vieilles sociétés de la Terre. Parce que, au fond, enfin, les communautés les plus vieilles au monde sont nées chez nous. Et je ne suis pas en train de privilégier le principe de l'aînesse, rien de tout cela, mais il me semblait quand même que les vieux ont l'avantage sur les jeunes d'avoir vu beaucoup de choses que les jeunes n'ont pas vues. Et qu'il devrait y avoir quelque part, disons, quelque chose que seul il serait capable de nous dire. Et donc, ce qui me frappe, vous savez évidemment pourquoi. Beaucoup de gens pensent que il n'y a pas de réflexion qui vient de l'Afrique. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de religion. C'est pas vrai. Et donc, je voulais m'appuyer sur les systèmes de pensée africains pour essayer de m'en servir comme ressource vivante dans la réflexion mondiale qui accourt sur le destin de notre terre. C'est-à-dire que la réflexion générale sur la question écologique aujourd'hui, au niveau mondial, il lui manque quelque chose. Il lui manque ce que seule l'Afrique peut donner. Il faut l'ouvrir à sa dimension africaine, sans laquelle elle ne sera pas une réflexion planétaire. C'était ça, et c'est ça, le défi. Il faut l'ouvrir à toutes les archives du monde, bien entendu, mais surtout sur celles de ces archives du monde qui, pour le moment, n'en font pas partie, pour toutes sortes de raisons. C'est ça qui est à la base de la communauté terrestre. Et donc, ces archives, ces vieilles archives africaines, elles existent. Mais il faut savoir où aller les chercher. Dans le texte écrit, ou les textes écrits par les historiens, les anthropologues en particulier, dans les textes sculptés, tout le débat sur la restitution, c'est-à-dire si vous allez au musée du Quai Branly, mais il n'est pas le seul, vous avez tous ces, entre guillemets, objets africains. C'est plus que des objets, c'est des dictionnaires, c'est des encyclopédies, c'est des sommes de savoir qu'il faut pouvoir déchiffrer. Je pourrais continuer la liste, mais il fallait donc revisiter, disons, ces trésors et voir comment est-ce que, au sein de ces textes, les Africains anciens, mais c'est pas que anciens, c'est des choses qui se poursuivent dans le présent, sous des formes différentes, comment on a imaginé le monde. Et nous, à l'intérieur du monde, nous, c'est-à-dire les humains. Et évidemment, on va faire court parce que ça pourrait prendre une année de séminaire. Deux choses nous frappent. Un, le fait que l'idée même de la Terre du monde est organisée autour du principe de l'hétérogénéité et de la multiplicité. Tout est multiple. Mais tout, les dieux, les formes, les plantes, tout est multiple par opposition à l'idée de l'un dont on sait très bien combien elle a
disons, impacté sur tout l'imaginaire des sociétés occidentales dans ce cas, ou d'ailleurs d'autres. Donc, un, le principe de la multiplicité. Deux, la prééminence de la relation sur l'ontologie. Vous lisez les textes, le grand texte de la philosophie occidentale, c'est l'être et le temps. L'être est au départ et à l'arrivée de tout. Dans les textes africains, la relation vient avant l'être. C'est la relation qui détermine l'être. Il y a beaucoup d'autres concepts fondamentaux. On n'a pas le temps de les élucider. Mais cela vous montre que il y a d'autres manières de imaginer, de construire le monde et de concevoir notre place à l'intérieur de ce monde et les relations que nous pouvons entretenir avec le reste des étangs. Et qu'en mettant tout cela ensemble, il est possible de répondre de façon tout à fait dynamique à la question de savoir où est-ce que nous en sommes, quelle heure il est, et à la question de savoir s'il est possible de réimaginer la Terre avec T majuscule d'une manière qui fasse place au vivant dans son ensemble. Le vivant humain, mais aussi les objets, mais aussi les ancêtres, mais aussi ceux qui attendent de naître dans un lien intergénérationnel et transversal qui nous permet de penser une écologie générale. Ce que j'appelle dans le livre une écologie générale. Voilà un peu, si vous voulez, quelques éléments de réponse à votre question. Merci. Du coup, évidemment, ça m'en suscite beaucoup. Mais juste pas pour résumer, mais ce que vous nous dites, c'est que dans la pensée africaine, il y a à la fois en premier, le fait que tout soit multiple, mais aussi le fait que tout soit en relation. Oui, oui. Ouais. Oui. Alors, c'est évidemment un problème, le fait que la pensée, le monde, en tout cas, la pensée la plus visible, fasse l'impasse comme ça sur toute la pensée africaine. Donc c'est un problème dans l'absolu, si on prétend penser le monde. Et c'est un problème aussi, en particulier, il me semble, parce que beaucoup des expériences vécues sur le continent africain par les Africains sont, peuvent être annonciatrices, ou ont été annonciatrices, en fait, d'une façon, à la fois de façon très négative, de façon de traiter plein de gens dans le monde. Quand vous parlez du devenir nègre du monde, par exemple, pour le résumer évidemment très mal, le fait que finalement on s'autorise à traiter des gens en dehors même du continent africain aussi mal qu'on s'est permis de traiter les esclaves africains, mais aussi l'expérience du rapport aux objets, par exemple. Alors, de façon négative, quand les corps, par exemple, ont été traités comme des objets, et c'est négatif parce que de la part d'humains, considérant que les humains sont supérieurs, qu'il y a des humains supérieurs à d'autres, et qu'en plus les humains sont supérieurs à tout le reste du vivant, mais aussi dans un rapport positif et constructif. Et donc c'est là que je voudrais aussi dire deux passages qui m'ont énormément plu sur l'intrication qu'il y a, ou la difficulté de faire des limites entre ce qui est humain ou non humain, vivant et non vivant, le rapport qu'il y a aux objets. Et David l'avait introduit aussi, l'avait dit dans son introduction, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment beaucoup, cette histoire du lien avec les objets, parce que c'est, un pan aveugle, négligé ou ignoré un peu de la pensée écologique. Et aujourd'hui, avoir une pensée globale qui ignore la place des objets, on en rate forcément l'essentiel, l'essentiel, en tout cas une grosse partie, puisque justement les objets font partie de nous et de nos relations et de notre vie. Alors, deux passages là encore.
Donc là, vous faites référence aux travaux de Germaine Dieterlen. Donc, elle dit, traitant des outils chez les anciens Bambara de l'Afrique de l'Ouest, elle explique que les manches des houes et les haches étaient considérées comme des personnes parce qu'imprégnées de la force vitale de celui qui les tenait en main. Il en était ainsi parce que le rapport entre l'outil, son auteur et son usager n'était pas un rapport d'extériorité. Certains outils étaient, au demeurant, l'objet de sacrifices réguliers. Pour ainsi dire, ces sacrifices et rituels donnaient du souffle et de la respiration à l'outil. À titre d'exemple, il n'était pas rare que le chasseur imbibe son arme du sang des animaux blessés ou tués, sang qui communiquait à l'instrument une part de la force de l'animal et contribuait à augmenter l'adresse du chasseur. Percer le secret de la fabrication des outils n'était donc pas suffisant, il fallait également en maîtriser l'usage. L'efficacité de l'outil ne dépendait pas seulement de ses propriétés intrinsèques. Tout outil avait besoin d'un supplément qui lui était octroyé par d'autres forces et d'autres énergies. Et cet autre passage, mais c'est quand même vraiment difficile d'en choisir seulement quelques-uns. Malgré les apparences, on est loin en vérité d'en avoir fini avec la vieille question de savoir en quoi consiste l'humain et qu'est-ce qui le distingue d'un objet, d'un animal, d'une plante, des autres vivants, voire d'un simple outil ou d'un simple instrument. La plus grande part de ce qui nous arrivera désormais passera par des objets techniques. Ceux-ci sont un héritage de la raison et de la culture. Tout peut être plus quand leur Tout objet technique porte en effet les traces de l'esprit. C'est en cela peut-être plus qu'en leur matérialité que tout objet technique est vivant. Donc voilà, je trouve que c'est assez convaincant vraiment tous les liens, et ici je pense que personne ne pourra... Il y a ce que vous suggérez par rapport aux signes, lorsqu'on dit l'Afrique. Lorsqu'on dit l'Afrique, qu'est-ce qu'on est en train de faire surgir à l'existence? Beaucoup de choses extrêmement confuses. On ne va pas aller dans cette direction. Mais pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on nomme, lorsqu'on somme à l'existence ce nom, on veut se référer à deux choses. Premièrement, à une réserve de puissance. Et deuxièmement, à une puissance en réserve. Lorsque vous revisitez tous les textes auxquels je faisais référence tout à l'heure, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, voilà le trait de continuité qui les relie. Comment dire cette réserve de puissance? Et comment faire en sorte que cette puissance en réserve s'actualise? C'est ça la question, disons, fondamentale, à l'origine de laquelle, disons, qui nous aura préoccupés depuis au moins la fin du 19e siècle. Alors, le petit tableau que je viens d'esquisser, tableau à deux portes, puissance en réserve et réserve de puissance, ce n'est pas le seul renvoi lorsqu'on nomme l'Afrique. Il y en a plusieurs autres. Pour certains, l'Afrique, c'est la figure même de ce que nous avons été et que nous ne sommes plus. C'est ça la définition de l'animisme. On n'en a pas parlé, mais je crois que ça venait. L'animisme, c'est la religion des enfants. C'est la religion que nous pratiquions quand nous étions des enfants. Mais nous en sommes sortis. Et eux, ils n'en sont pas sortis puisqu'ils ne savent pas établir les relations de causalité. Qu'est-ce qui cause quoi? Comment peut-on penser que une pierre provoque une maladie, ou qu'un fleuve parle, ou qu'une montagne, disons, est capable d'action?
Donc, confusion sur qu'est-ce qui cause quoi. C'est l'animisme dans sa définition anthropologique en tant que la religion des enfants. Nous en sommes sortis et nous sommes entrés dans une autre religion qui, pour faire court, est la religion de la raison. Et d'ailleurs, il y a un joli titre d'un théologien juif allemand qui porte exactement la religion de la raison, je crois que c'est Hermann Cohen. Alors, nous en sommes sortis, mais la raison c'est quoi? La raison s'est transformée évidemment en rationalité instrumentale, c'est-à-dire que au départ, le concept de raison, c'est un concept extrêmement riche, mais on aura vu que petit à petit, ce concept se sera appauvri, tout comme d'autres concepts. On parlait tout à l'heure de progrès. Il y a un appauvrissement généralisé des concepts depuis au moins les Lumières jusqu'à aujourd'hui, au profit de leur amenuisement et de leur réduction à la raison instrumentale qui elle-même sera mutée en raison de plus en plus abstraite, algorithmique, l'objectif final étant, soi-disant, de faire du langage un moyen transparent à lui-même, sans équivocité, sans ambivalence, mais le faire par le biais du calcul. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, en fait, tout peut être ramené soit à un nombre, soit à un chiffre ou à un code. Et de préférence un code binaire. Le propre, justement, de l'âge numérique ou l'âge digital, si vous voulez. De transparence absolue et donc des viscérations du sens. C'est-à-dire le sens ne nous permet pas d'atteindre la transparence. Pour atteindre la transparence, il faut, disons, écarter toute recherche de sens et faire en sorte que les finalités se retrouvent dans les moyens, il y a une confusion entre les moyens et les fins. C'est ce que le roi Gourand, dans son travail, appelle la victoire du geste sur la parole. Le geste étant effectivement le geste technique. Le geste technique remplace la parole, c'est-à-dire tout l'univers des significations, l'univers des symboles et l'univers du sens. Et donc on en est là. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Et que nous assistons effectivement à la victoire finale du geste sur la parole. Ou en tout cas, à un moment où les forces fondamentales de notre existence sont alignées dans cette direction. Et que, par conséquent, si nous voulons justement repenser la possibilité d'un monde, d'une terre habitable par tous, parce que elle fait place à tous, et à chacun, et à chacune, les humains comme tous les autres étangs, alors nous avons besoin de ressources qui nous permettent de empêcher cette victoire finale du geste sur la parole. On revient là à votre première question. Pourquoi l'utopie? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes au bord d'un moment de notre courte histoire sur Terre, parce que au fond, notre histoire, elle est très courte. C'est tout petit. Nous sommes à un moment de l'histoire de la vie humaine sur Terre
où, effectivement, la possibilité d'une terre radicalement ouverte à tous, cette possibilité, elle est en jeu. Et donc, la possibilité de l'habitabilité même de la terre. Alors, comment ne pas penser à tous ceux qui ont réfléchi à ces questions qui nous permettent de bâtir sur ce qu'ils ont fait, des gens comme Bruno Latour, par exemple. Alors, lorsqu'on y ajoute, vous savez, le piment africain, les épices qui viennent d'Afrique, cela permet de donner de la force, par exemple, aux propositions d'un Latour. Dans quel sens? Dans le sens où la grande question, il y a deux questions que l'Afrique apporte. La question de la redistribution. Il n'y a pas de terre là où il n'y a pas redistribution. Redistribution générale. Redistribution parce que, un, c'est un droit. Deux, parce que il y a beaucoup qui a été retiré. Il y a des dettes à apurer. Trois, il y a eu beaucoup qui a été endommagé. Il y a un devoir de réparer. Voilà une série de choses qu'apporte l'Afrique de manière absolument radicale et vivante. Et on ne peut pas repenser le commun aujourd'hui sans ces éléments d'une dette constitutive du vivant, d'une réparation inconditionnelle, justement parce qu'il y a eu des choses, des pertes irréparables. C'est-à-dire des choses qu'on ne pourra jamais réparer, mais qu'il faut réparer, parce qu'elles sont irréparables. Voilà le paradoxe et la puissance qu'apporte l'Afrique au débat sur l'écologie générale. Il y a une ou deux autres dimensions, habilité. La durabilité, Bruno n'en parle pas souvent, ou en tout cas pas directement. Mais l'apport de Bruno Latour, je ne sais pas pourquoi je le mets au centre de notre échange de cet après-midi. Il doit y avoir une raison. Ce que l'Afrique apporte à ce que Bruno nous a laissé, voilà, la durabilité. La durabilité parce que il y a une reconnaissance originaire du fait que une des choses que nous partageons tous, c'est la vulnérabilité. Lorsque vous vivez au Sahel, Yannick, vous y avez vécu. Lorsque vous faites face à la période de soudure, par exemple, au cycle de la sécheresse, alors la thématique de la germination, alors la thématique du grenier, tout cela devient absolument important et a des conséquences concrètes sur la façon dont vous imaginez le commun. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup que l'Afrique pourrait apporter au débat général sur l'écologie générale en ce moment précis de l'histoire de notre planète. Mais pour que l'on y arrive, la pensée critique a besoin de se hisser à hauteur des défis planétaires qui sont les nôtres. Et pour y parvenir, nous avons besoin d'ouvrir les archives du tout monde. Et j'utilise le terme tout monde dans le sens précis où Glissant l'a utilisé. Et alors, en l'absence d'une réponse de ce type qui permette de régénérer la théorie critique elle-même, nous n'aurons affaire qu'à des, disons, discours provinciaux. Or, nous ne pouvons plus nous permettre ce type de discours face à la montée justement des périls qui sont d'ordre planétaire, ou je dirais d'ailleurs cosmique.
Merci. Vous vous interrogiez, même si je pense que vous savez répondre, sur le lien, pourquoi vous invoquiez Bruno Latour. Peut-être parce que Gaïa n'est pas sans lien avec la Terre dont vous parlez. Je voulais lire là aussi un passage en introduction du 3e chapitre. Donc la Terre, notre planète, la dernière utopie, donc c'est l'utopie. C'est bien autre chose dans votre bouche et sous votre stylo que le sol sur lequel on marche. Ce qui la distingue des autres, donc des autres utopies, c'est son hospitalité, c'est-à-dire sa disposition à faire place à plus d'un, à la multiplicité. Et c'est la raison pour laquelle elle participe autant de la réserve que du grenier, vous en parliez. La Terre dont il est question ici n'est pas l'équivalent exact du monde ou du globe. Par terre, il ne faut pas non plus entendre le sol, la parcelle, mais une vie qui se renouvelle, dont la valeur est littéralement incalculable et qui échappe à tout pouvoir absolu de maîtrise. Il s'agit donc d'un corps vivant, animé, dont l'une des propriétés est par ailleurs d'être une matière susceptible de rendre possible la vie. Alors, sur ce petit passage, est-ce que vous avez dit 3 petites questions? Alors, une première, c'est quoi, est-ce que c'est pareil, la Terre ou la communauté terrestre, qui est le titre du livre? Je me demandais aussi, c'est peut-être plus anecdotique, mais pourquoi est-ce que vous parlez de communauté, quelque chose qui est plutôt fermé, alors que vous parlez clairement de quelque chose qui est ouvert, surtout, et puis l'en commun plutôt que l'universel. Peut-être que je me trompe mais moi j'ai l'impression que ce que vous utilisez, vous parlez d'en commun et vous ne parlez pas d'universel. Non, je ne parle pas d'universel. Et donc il doit y avoir une raison à ça. Oui, bien sûr, c'est mon ami Souleymane Bachir Diaye qui parle d'universel. Moi non, je ne parle pas d'universel. Mais nous, c'est un mot qu'on aime souvent bien. Oui, je sais. Alors pourquoi on a tort? Non, je sais. Alors, à la fin, il faut un titre à un livre. Et donc, Barbara, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, il y a... Moi, le livre, tous mes livres, c'est des tâtonnements. En fait, je tâtonne beaucoup dans mes livres. J'essaye des choses et puis je vois très bien que ça me permet de faire 1 kilomètre. J'aimerais que ça me fasse faire 10 kilomètres. Et puis je consolide et puis je reviens à la tâche. Alors, ce qui est clair, c'est que dans la Terre avec T majuscule, c'est pas, j'ai bien dit, ce que ça n'est pas. Alors, la grande tâche, c'est, une fois qu'on a dit ce que c'est pas, c'est quoi exactement? Et là, j'essaie de réfléchir par palier. Donc, il y a plusieurs paliers. Le terme communauté revient et j'essaie de définir ce par quoi, disons, mon entendement de la communauté, je crois au début et à la fin. Dans l'introduction, c'est tout à fait clair, et à la fin, dans la conclusion. C'est-à-dire la communauté en tant qu'instance de l'ouvert avec O majuscule. C'est-à-dire ce qui ouvre sur le large. Et c'est très intéressant, je suis allé à la librairie hier, j'ai acheté je crois le dernier livre de François Julien. Première page, il parle de l'ouvert. Et donc c'est affaire de l'ouvert. Par opposition à la partition, par opposition à la fermeture, par opposition à la frontière, par opposition à l'encampement, par opposition à la prison, ainsi de suite. L'ouvert. Et au fond, cela n'est pas que théorique. Lorsqu'on fait une bonne anthropologie historique de l'Afrique, du nord jusqu'au sud, en fait, la communauté, c'est cela. En fait, la communauté, c'est ce qui se met en marche. En fait, le concept de communauté, développé au long de ces siècles, c'est cela. C'est la capacité d'itinérance, c'est la constitution commune, collective, si vous voulez, de cela qui peut se déplacer.
et donc de cela qui peut faire l'objet de réappropriation par plus que ses propres auteurs. Et donc, j'ai travaillé à partir de là. Mais à un moment donné, dans le texte, évidemment, je convoque l'en commun. C'est un terme que je convoque depuis très longtemps, en réalité. Et puis, je parle à un moment donné de l'assemblée des vivants. Alors, c'est quoi la relation entre toutes ces notions? Je n'en sais rien. Ces notions, je les mobilise pour, si vous voulez, faire entendre des sonorités relativement différentes, mais autour d'un même objet. Alors, peut-être dans le prochain livre, je serai à même de définir tout ça plus clairement. Pour le moment, contentons-nous de ce qu'on a. À l'universel, il y a eu une critique de l'universel, une critique interne dans la philosophie française de l'universel. Une critique, je dirais, en deux temps. Premièrement, une critique à la Merleau-Ponty, qui fait une distinction entre ce qu'il appelle l'universalité de surplomb, c'est-à-dire vous avez une entité d'ores et déjà existante que vous voulez reproduire à peu près partout où vous vous retrouvez. Et donc c'est les autres qui doivent rentrer. Ils doivent rentrer dans un moule d'ores et déjà établi, dont les normes, les apparences, les critères sont pratiquement éternels, font l'objet d'aucune révision parce que bon, c'est dans du granit. Et Merleau-Ponty a des pages extrêmement intéressantes à ce sujet, à cet universel de surplomb qui est au fond une translation de soi, une reproduction illimitée du même principe, du principe de soi. Il oppose ce qu'il appelle un universalisme horizontal. Et alors, cette critique de l'universalisme et cette manière de sauver le concept, elle a été reprise en particulier, en tout cas dans la réflexion d'origine africaine, par des philosophes comme Souleymane Bachir Diagne, dans toute une série de travaux, dont ses mémoires, le fagot de ma mémoire, je crois, et en particulier son dernier texte intitulé De langue à langue, qui est une théorie de la traduction. Et Souleymane entreprend ce travail dans le contexte d'une espèce de fidélité au projet de l'humanisme, mais un humanisme ouvert, élargi, et ainsi de suite. Et à ce projet d'un humanisme intégral participent la plupart de nos penseurs, nos grands penseurs, qu'il s'agisse de Du Bois, qu'il s'agisse de Fanon, qu'il s'agisse de Senghor, par ailleurs, ou même d'Édouard Glissant, dont la foi en un humanisme qui serait ouvert à tous, où il n'y aurait pas de hiérarchie, où il y aurait égalité fondamentale et originaire, mais entre les humains. Alors, moi je ne m'inscris pas dans cette perspective. Je m'inscris dans une perspective que l'on pourrait appeler multi-espèces. C'est-à-dire, si vous lisez mes ouvrages, vous verrez que les acteurs dans mes ouvrages, ce n'est pas uniquement des êtres humains. C'est la multitude des existants. Et donc, c'est une, comment dire, une anthropologie, est-ce qu'il faut utiliser le terme, beaucoup plus encompassing, tout à fait, qui inclut
plusieurs actants, plusieurs existants, et en fait des flux, organisés autour des flux de vie. Voilà. Et l'hypothèse, c'est que les flux de vie en sont dépositaires ou producteurs, pas uniquement les êtres humains, mais l'ensemble, si vous voulez utiliser un terme théologique, l'ensemble de la création. Voilà. Je m'intéresse à l'ensemble de la création, à l'intérieur de laquelle il existe évidemment une place pour nous, les humains, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les maîtres de la création, et la création n'est pas foncièrement à notre service. Si vous voulez, voilà disons les prédicats fondamentaux. À partir de cela, si on accepte que ce dont il s'agissait de l'ensemble de la création, ce dont il s'agit, c'est de la relation entre ces divers éléments de la création. La question de la relation. Si on accepte que, à l'intérieur de cette création, il y a un droit égal, fondamental, à la respiration, et un droit égal et fondamental à l'habitation, le fait d'habiter, qui est différent du fait d'être citoyen. L'habitant, ce n'est pas nécessairement citoyen. Si on se dégage de ces catégories, le citoyen, ainsi de suite, qui au fond ont permis de créer des frontières, d'ouvrir la voie à des idéologies de la clôture. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Et on les remplace par quoi? L'habitant, le passant, ainsi de suite. Alors il est possible d'imaginer une autre forme de la communauté terrestre, l'assemblée des vivants, ainsi de suite. Du coup, ces histoires d'universalisme et le reste, je suis désolé, c'est des histoires d'une autre époque. Ça ne nous permet pas, franchement, d'affronter les défis de demain. Ça nous aide jusqu'à un certain niveau. Mais à un certain point, il faut les remercier, les congédier, et puis passer à autre chose, passer à ce que j'appelle la conscience planétaire, qui exige, disons, d'autres formes de citoyenneté, y compris intellectuelle. C'est-à-dire des citoyennetés intellectuelles qui permettent de se déplacer, de tirer de ce que l'on a au Chili, en Argentine, au Mexique, en Inde, et ainsi de suite. Et évidemment, aussi dans les vieux pays d'Occident. Donc, si vous voulez, voilà un peu moi, ce qui me passionne en tout cas. Oui, en fait, évidemment que de voir le monde différemment, c'est le point de départ pour pouvoir le traiter différemment et traiter tous ceux qui l'habitent différemment et se donner peut-être un avenir. Mais en fait, ce qui est difficile quand on se dit, on voit bien combien ça nous ouvre des perspectives, mais on se dit, waouh, comme le chemin est long entre ça et la traduction qu'on en ferait de militants, il y en a sans doute parmi vous, qui se disent, voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer tout ça? Vous en êtes à vouloir nous proposer que dans cette communauté, il y ait non seulement tous les humains, mais les animaux, les végétaux, mais aussi les objets, alors qu'on est dans une période, et pas simplement dans des pays lointains, où en fait, il y en a qui réaffirment avec une vigueur, même une indécence ou un sans-gêne incroyable, pas une distinction avec les animaux ou les objets, ça n'existe même pas, c'est parmi les humains. Hein. Et donc c'est vrai que ça c'est un peu abyssal. Alors ça n'enlève rien à la justesse de ce que vous nous dites, mais c'est ce qui fait que temporairement, on se dit ça nous ouvre, mais on a quand même encore du travail sur savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Bon, évidemment vous pouvez réagir là déjà maintenant, mais peut-être que c'est bien qu'on donne la parole à la salle, et comme ça vous aurez évidemment encore matière à raconter plein de choses. On fait comme ça ?
Achille, vous voulez dire quelque chose d'abord? Oui. Parce que ce que vous dites est très important. Ah bah alors allez-y. Non, mais je suis sérieux, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, j'essaie d'être le plus proche possible du réel, de faire preuve de réalisme, sans tomber dans le pessimisme. Parce que il y a des collègues dans la salle qui connaissent le continent. Moi, j'en parle depuis l'Afrique du Sud où je vis et je travaille depuis une vingtaine d'années. Alors, ce qui me frappe lorsque je regarde le continent à partir de Johannesburg, c'est que il y a trois formes de l'illusion qui nous menacent. La première forme de l'illusion, je crois que c'est Yannick ou David qui l'évoquait tout à l'heure. Je crois que c'est Yannick. C'est l'illusion selon laquelle tous nos problèmes, qu'on les reconnaisse ou qu'on les nie, seront résolus par la technologie. Si vous voulez, c'est l'illusion libertarienne. L'illusion libertarienne a cette particularité qu'elle conserve en elle une partie du projet prométhéen qui tout de même était à l'origine d'un certain nombre d'avancées, à la fois technologiques, politiques, et ainsi de suite, que l'humanité a enregistré au cours, je dirais, des 3 ou 4 derniers siècles. Les conséquences négatives, on les connaît. Elles ont fait l'objet de critiques de la part surtout de ceux qui sont penchés sur la question de la technologie. On parlait de Bruno, en plus de bénéficier de ce que l'Afrique apporte, Bruno aurait beaucoup bénéficié d'un regard nouveau sur la technologie, ou disons le processus d'escalade technologique, qui est en train d'être poussé jusqu'à ses ultimes conséquences. Évidemment, il y a eu auparavant des alertes à ce sujet. On peut penser ce que l'on veut de Heidegger, mais il est quand même un des philosophes qui, disons, ont été très conscients de ce qui pourrait non seulement nous arriver, mais arriver à l'ensemble du globe si effectivement le technologique était laissé à lui-même et dépourvu de toute finalité autre que sa propre reproduction. Donc vous avez cette illusion libertarienne qui aujourd'hui se manifeste dans des injonctions du type ce qu'il nous faut c'est des entrepreneurs, ce qu'il nous faut c'est des start-up, c'est des young leaders, c'est un culte de l'individualisme si typique de l'idéologie néolibérale qui a fait l'objet de critiques et nous sommes tous au courant de ces critiques. Mais vous avez aussi deuxième type de illusion qui nous menace, l'illusion du néo-souverainisme. Illusion du néo-souverainisme qui s'exprime sous 2 visages. Un premier visage qui est un visage, je dirais, néo-panafricain. Je veux dire, on est dans l'invocation d'une série d'ancêtres dont on ne se préoccupe pas d'étudier concrètement les discours ou les textes. En fait, plus on ne connaît rien au texte, mieux c'est.
on les invoque à l'exemple d'un chapelet, le rosaire, Sankara, évidemment, Nkrumah, Cheikh Anta Diop, à longueur de journée. Et d'ailleurs, il n'y a pas de femmes dans le chapelet. Et donc, un traficage de l'idée panafricaine, qui fut pourtant une idée émancipatrice, qui accompagna notre remontée en humanité au temps de l'esclavage, de la colonisation et des régimes racistes en Afrique australe. Donc on fait même base sur ce dépôt, on exclut ces dimensions véritablement révolutionnaires et on en fait un outil de ressentiment, dirigé à l'encontre en particulier de la France, mais aussi de certaines autres puissances impériales. Alors ça c'est le premier visage. Il y a un deuxième visage qui est plutôt passéiste, mythologique, qui se revendique de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, et qui rêve littéralement d'un suprémacisme noir qui remplacerait le suprémacisme blanc. La dernière illusion, c'est l'illusion messianique, dans laquelle la préoccupation du salut et de la rédemption est corrompue par la violence religieuse. Violence religieuse à la fois de type islamiste, mais aussi évangéliste et pentecôtiste. Alors, la question, Barbara, c'est si effectivement le tableau que je décris a quelque validité que ce soit, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'en sortir en dessinant un horizon différent, une proposition différente, qui repose non plus du tout sur la différence et l'identité, mais sur l'en commun, le semblable, donc la communauté terrestre. Vous disiez au départ que c'est le dernier livre d'une trilogie qui aura commencé effectivement par une critique des idéologies de la différence et de la séparation et de l'identité. Il y a eu un moment au cours duquel la question de l'identité, il était nécessaire de la poser. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'identité, la différence, ainsi de suite, tout cela a été repris et redéployé par des forces obscures qui s'en servent non pas pour des besoins d'émancipation, non pas pour, disons, alimenter la marche vers l'ouvert, mais pour réinstituer la clôture, la ségrégation et la séparation et la partition d'un monde qui, au fond, est devenu beaucoup plus petit qu'il n'était auparavant et dont la durabilité dépend absolument de notre capacité à le partager. Donc, voilà pour la partie théorique. Pour la partie pratique. Alors, moi, ça fait 2 ans, je travaille dans un projet, lui aussi utopique, qui consiste à réinventer la relation entre l'Afrique et la France. Parce que, figurez-vous, il y a une longue histoire de cette relation. Elle est ce qu'elle est. Elle a des parties absolument abominables et sales, mais absolument, hein, la question de la saleté. Elle a des parties absolument sales, qui sont pas seulement du registre du passé. Elle est tout cela. Mais elle a aussi un certain nombre de gisements d'oasis très fragiles
qui, à un moment ou à un autre, ont fait signe à ce que on pourrait inventer. Et de toutes les façons, il s'agit d'une relation insécable. Parce que, bâtie dans les corps, bâtie dans les esprits, et des gens qui circulent, qui échangent, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il est possible de s'en servir comme d'un tremplin pour inventer d'autres formes de la relation au niveau international? Il me semble qu'il y a là une question fondamentale que l'on ne peut pas laisser uniquement à, disons, aux prédicateurs de l'illusion. Et qu'il faut envisager avec réalisme, mais aussi sans cynisme. Parce que le grand danger aujourd'hui, c'est le danger du cynisme, de l'indifférence ou du nihilisme. Voilà les trois grands dangers. Et si on veut redonner sens aux politiques en général, il est absolument fondamental de réinvestir les domaines du sens. Et les domaines du sens, ça se joue en particulier dans ces lieux où il y a eu des dominations multiformes et où il y a un effort pour remonter en humanité, mais ensemble. Et donc moi, c'est ce que je me suis investi à faire depuis 2 ans. Et cela a abouti à la mise en place, en Afrique du Sud, d'une fondation pour l'innovation et la démocratie. Parce que je pense que la réponse aux 3 illusions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est la démocratie. Mais la démocratie, à un moment effectivement où celle-ci est attaquée de partout, elle est en crise, elle est en état d'essoufflement, eh bien, voilà la réalité. Mais la démocratie aussi, parce que, au-delà d'elle, je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'autre. Je veux bien m'en débarrasser, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et donc, il faut la réinventer. Et l'Afrique pourrait être un des grands laboratoires de réinvention de la démocratie à l'âge où nous nous trouvons. En puisant dans ses ressources fondamentales, dans ses héritages anciens, dans ses mémoires, mais aussi dans ce qu'elle a aujourd'hui de préfigurateur du monde qui vient. En tant que laboratoire de la création générale au sein d'une planète qui a pris l'habitude de la considérer comme la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais en fait qui pourrait être la pierre angulaire d'une reconstruction, non pas universelle, mais planétaire. Donc, si vous voulez, voilà un peu la dimension politique de ce type de travail et la sorte de lieu où on joue sa réputation, ses énergies et tout le reste, mais il faut prendre des risques. Donc, voilà. Merci. Dans une forme d'artificialisation absolue des sociétés et de nous-mêmes. Est-ce que vous pourriez un peu développer sur cette question de la technologie au numérique? Sur la continuité qui me semble être présente dans le livre entre les choses et les vivants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de plus, et sinon je le trouverai dans le bouquin. Oui, merci, cher Rachid, pour à la fois la présentation et le livre. Dans ton livre, tu évoques le pays d'Ogon, auquel je suis très sensible. Et comme tu le sais, dans peut-être quelques années, on dit en 2027, il va y avoir la commémoration du Sidi, qui est tous les 60 ans, qui est à la fois un moment important de donner la parole, de création, et un peu la manière dont tu revisites un peu les choses. Avec cette articulation,
et les risques que tu prends en nous disant les 3 défis sur revisiter le panafricanisme, la souveraineté mal conseillée, et ainsi de suite. Comment, aujourd'hui, en tant qu'intellectuel africain, de la position d'où tu es d'Afrique, peut-on, ensemble, relever ces défis que tu as cités, qui sont aujourd'hui un des grands risques majeurs que connaissent à la fois les jeunes, mais également la diaspora, par rapport aux 3 risques que tu as cités, dans ce qu'on peut appeler un peu la communauté terrestre, et notamment du point de vue écologique. Yannick, effectivement, dans le livre, il y a toute une série de développements sur la question de l'artificialisation du vivant. Discussion de type plutôt économique, notamment en termes d'extension des droits de propriété et de brevetage du vivant lui-même, de ce que certains appellent la colonisation de type moléculaire, c'est-à-dire la mise sous contrôle, la captation et la mise sous contrôle pour les besoins du profit de tous les processus à la fois chimiques mais aussi organiques, au terme desquels la valeur est produite, mais une valeur tirée effectivement des éléments du vivant. Donc il y a cette artificialisation qui prend ce chemin. Il y a également cette artificialisation qui se traduit par la mise en place, je dirais, d'un double de la Terre, c'est-à-dire d'une technosphère qui est devenue un élément constitutif de la biosphère. On parle de la biosphère, mais en réalité, il faudrait qu'on comprenne très bien que elle n'est pas composée que des espèces en général. Elle est aussi composée disons, des êtres techniques, pour utiliser le langage de Simondon, des étangs techniques, et qui sont un peu comme un double de cette Terre. Et l'exemple le plus animé, plein d'animation, créateur d'animation, de ce double de la Terre, c'est effectivement le monde des écrans. Notre existence est aujourd'hui une existence qui se fait par le biais des écrans, qui sont devenus plus que de simples médiations de qui nous sommes, qui sont devenus des réceptacles de notre moi, mais des réceptacles animés. Ce ne sont pas des objets inertes, c'est des objets créateurs d'animation. Animation vraiment dans le sens premier du terme. Et donc, lorsqu'on dit artificialisation, cela ne veut pas dire entrer dans le régime de l'inertie. Bien au contraire, ça veut dire plonger dans un univers qui reflète mais transcende en même temps l'univers existant, l'image, c'est-à-dire le traduit en image, lui donne souffle, mais un souffle qui n'est pas effectivement la pneuma de la théologie chrétienne, mais un souffle dont il nous faut trouver le nom, et les met en mouvement et en circulation, de manière telle que ces objets peuvent désormais être partagés. Ils circulent, sont partagés, on les consomme, on les digère, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça que j'appelle le processus d'artificialisation du monde. Alors, tout ceci pour dire quoi? Pour relever la sorte d'escalade technologique qui accompagne désormais, ou qui a lieu simultanément, au même moment que
la crise climatique, environnementale, sanitaire, et ainsi de suite, pour relever le fait que, à la suite des gens comme le roi Gourand, effectivement, les évolutions technologiques ont entraîné dans l'histoire humaine des évolutions biologiques. Cette question de la technobiologie exige que l'on réfléchisse de façon fondamentale à la sorte d'être humain que nous sommes en train de devenir. Aujourd'hui, le monde est habité par des êtres humains qui n'ont pratiquement plus grand-chose à voir avec ceux de l'époque des Lumières. Or, la plupart de nos institutions fondamentales reposent sur une anthropologie qui est en train d'être dépassée, à cause de l'émergence d'un humain qui est au fond un humain-objet, et par l'apparition d'objets qui sont plus que des objets, et des humains qui sont plus que des humains, qui sont des êtres de plus en plus androïdes, qu'ils s'en rendent compte ou non. Et donc, cette repopulation de l'univers par des êtres androïdes, à la fois humains, mais un peu plus que ça, il me paraît que c'est quelque chose qu'il est absolument fondamental de regarder. Donc, voilà un peu le type de réflexion qui découle du concept d'artificialisation auquel vous faites état. On pourrait aller plus loin, mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps. La continuité entre les choses et le vivant, effectivement, c'est ce que j'essayais de dessiner. Alors, l'idée selon laquelle nous serions plus que... Les êtres humains seraient plus que des humains, ou que les choses seraient plus que des choses. Mais en fait, ça fait partie des postulats fondamentaux des métaphysiques africaines anciennes. Parce que dans l'Afrique ancienne, c'était ça la croyance fondamentale. La croyance fondamentale, c'était que nous étions toujours plus que ce que nous pensons être. Et au fond, l'ambition d'autoréalisation, l'autoréalisation, self-realization, consistait effectivement à bien identifier, à découvrir effectivement cela qui, en nous, faisait de nous des autres que des humains, à mobiliser ces ressources et à les relier à d'autres entités, de telle manière que des résonances, des vibrations, des énergies puissent être libérées et circuler. Et cela exigeait des savoirs tout à fait spécifiques, détenus par des spécialistes, des gens qui savaient voir dans la nuit. Le monde gardant, ce faisant, une part de mystère. Il faut revenir à ces catégories anciennes dont on s'est débarrassé, une part de mystère et à laquelle on pouvait puiser pour produire des effets d'enchantement. Enchantement par la voie justement des arts, de la danse, de la musique et ainsi de suite. Dans une espèce de biosymbiose réunissant effectivement l'ensemble des potentialités de la création. Donc c'est un peu tout cela. Alors lorsqu'on dit que le continuum vivant, être vivant et chose et objet, que c'est un continuum qui en fait est important à considérer, on ouvre une terrible boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que notre modernité, elle repose sur la séparation absolument distincte des êtres et des objets. En fait, toutes nos théories de l'émancipation, c'est ça leur base. Oui. On lutte pourquoi? Pour pas être des objets. Pour ne pas être réduit à l'état d'objet.
C'est ça le fondement de toutes les théories de l'émancipation issues de la modernité. C'est de garder intacte la frontière entre l'humain et l'objet. Alors les Noirs ont été les seuls qui ont traversé cette frontière dans l'histoire récente. C'est les seuls. C'est les seuls qui, objectivement, ont été des humains transformés en objets. Et donc, vous avez, notamment aux États-Unis, tout le courant intellectuel appelé afrofuturisme, qui part justement de ce constat. Et qui vous dit, mais, en fait, il y a tout un courant de pensée qui prend ça au sérieux. Qu'est-ce que le fait d'avoir traversé cette frontière, qu'est-ce que ça permet de dire et de penser que ceux qui croient toujours qu'il y a cette frontière ne peuvent pas penser? Qu'est-ce que nous avons ajouté pour avoir fait cette expérience au discours sur la libération humaine? Et donc, vous voyez, c'est des choses absolument passionnantes si on veut penser hors de nos zones de confort ou hors des traditions héritées qui se présentent comme des traditions révélées, alors qu'elles n'en sont point. Donc voilà un peu le type de... Il faut bien prendre plaisir aussi, le type de provocation que vous retrouvez dans un séminaire à Dakar, à Johannesburg ou à Nairobi, et dont les conséquences, surtout du point de vue esthétique, sont tirées par des acteurs, des créateurs de mode, le cinéma, la musique, et ainsi de suite. Voilà pourquoi je disais que, au fond, l'Afrique, c'est un formidable laboratoire, non seulement pour la pensée, mais aussi pour la sorte de pratique sociale effective en temps, disons, en temps d'extrémité. Dernier point, Abdesalam, j'espère que c'est vrai, alors le Sidi, c'est la grande fête d'Ogon qui a lieu tous les 60 ans. Alors pourquoi 60 ans? Parce qu'effectivement, il y a toute une théorie des nombres. Je n'en ai pas parlé dans le livre, mais parce que alors, la découverte voulait le manuscrit et donc il fallait donner le manuscrit. Mais j'aurais voulu ajouter à tout ça, en fait, deux choses. La question des nombres. Parce que, aujourd'hui, le calcul, la raison calculante, elle est devenue une raison impérialiste. Et que, effectivement, il nous faut faire une critique du calcul qui aille au-delà de la critique heideggerienne ou alors des considérations récentes sur le rapport entre statistique et politique. Il faut une critique phénoménologique, quasi ontologique, du calcul. Et les métaphysiques d'Ogon nous donnent des ressources et des concepts pour entreprendre ce type de projet. Donc 60 ans, parce qu'effectivement, il y a des tas de soubassements cosmologiques à tout cela. Alors, la fête des 60 ans, c'est un peu la fête de la réconciliation de la graine et des semailles. Parce que cette affaire de la graine que l'on met en terre et qui renaît, et cette affaire des semailles, ce sont deux dimensions absolument centrales dans ces métaphysiques, dans un contexte écologique, comme je le disais au départ, caractérisé par une vulnérabilité fondamentale et l'exposition permanente aux forces de mort et de destruction, et dans un contexte où, ceci étant, la question du soin, la question de la réparation, la question du soin à apporter aux vivants
est au fondement même du politique. Donc, je crois que en, disons, s'adossant à ces fondamentaux, il est possible d'imaginer d'autres formes de création du politique aujourd'hui sur le continent, mais ailleurs aussi, en résonance avec ce qui se fait en Amazonie, en Équateur et ailleurs, et à proposer cela aux jeunes générations qui, faute d'une mémoire vive et critique, sont prêts à répondre à des sirènes qui ne mènent nulle part. Donc voilà un peu la réponse que je pourrais apporter à votre question. Bon, merci. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça et tous ces échanges absolument passionnants. Alors moi, je travaille beaucoup sur la biodiversité. Et donc, parce que pour moi, la biodiversité, c'est le vivant. Et en effet, c'est la planète tout entière, puisque c'est pas seulement l'humain qui compose le vivant. Alors, j'avais pas tout à fait intégré les objets dans mon travail, bien que dans mes études, j'ai fait de l'archéologie, et évidemment, ce qui nous intéresse dans l'archéologie sont les objets. Donc, vraiment, je trouve vraiment intéressant le lien que vous avez fait sur la continuité entre le vivant et l'objet. Et aujourd'hui, en effet, on voit bien l'homme sur sa trottinette, c'est-à-dire qu'on a un piéton électrifié. C'est quand même formidable. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, je me disais, justement, dans ce travail que je fais sur la biodiversité, je me dis, si on travaille pour les plus petits, les plus vulnérables, les plus fragiles, si on commence par eux, est-ce que c'est pas une bonne façon de faire du bien et d'intégrer tout le monde? Voilà, ma question, elle est là. Moi, c'est une demande d'aide pour savoir si c'est pertinent ou pas pertinent. Au fond, finalement, ce que vous nous proposez, c'est une nouvelle révolution humaniste, en quelque sorte, qui est un peu basée sur l'écologie, et une écologisation de l'humanité davantage, je dirais. Et moi, j'aimerais questionner les rapports entre la science et la technologie, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la divergence du monde d'aujourd'hui. Pour moi, la science questionne la technologie autant que la philosophie questionne l'ontologie. Et en fait, moi ce que je note, c'est qu'il y a un énorme écart en fait entre la science et la technologie. La technologie, en fait, elle s'est fait emparer d'un espèce de besoin humain, créé artificiellement ou non, par un monde économique, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui est important. Et finalement, cette révolution, ce néo-humaniste basé sur l'écologie, quels seront les vecteurs pour la mener? Voilà, c'est une vaste question. Merci. Dernière intervention. Damien, puis je vous laisse répondre et conclure. Merci beaucoup également à tous les deux. Peut-être deux petites questions très rapidement. Pour reprendre votre expression, tonton Achille, si on ouvre les archives africaines, il y a également deux magnifiques héritages de l'Afrique médiévale, l'Empire Haoussa et Mossi, qui avaient unité sans centralité. C'était des cités-États, voilà. D'où ma question, pour faire communauté terrestre, faut-il une centralité ou pas? Et deuxième question un peu plus personnelle, mais je trouve que ça dit des choses politiques. Vous avez cité autant les savoirs africains du continent que les grands philosophes européens. Ça fait immédiatement penser au magnifique roman de Cheikh Hamidou Khan, L'aventure ambiguë, un personnage toujours tiraillé entre ces deux mondes. Comment vivez-vous cette créolisation dont vous êtes issu, tonton? Comment vivez-vous cette double identité philosophique? Merci. Bon, alors, est-ce qu'il faut partir des plus vulnérables? Disons qu'il y a eu un certain nombre de déplacements dans la réflexion faite sur la vulnérabilité, je dirais, au cours des 10-15 dernières années. On n'a pas le temps de passer en revue, disons, toute cette littérature. Mais disons deux choses. Un, la question de la vulnérabilité est de plus en plus repensée
notamment dans les philosophies du soin, des gens comme Judith Butler et d'autres, elle est repensée en termes de cela qui nous est commun. Pas évidemment au même niveau, mais dans le sens où évidemment il y a des inégalités dans l'exposition au risque, surtout aux risques qui menacent les conditions d'existence. Cette question des conditions d'existence, on la voit en particulier dans la littérature qui s'occupe des migrants, dans toute la littérature autour de ce que l'on appelle l'abolition, c'est-à-dire l'abolition des prisons. C'est une affaire très sérieuse aux États-Unis en relation à la communauté noire, dans laquelle les dispositifs d'incarcération, de capture et d'incarcération sont multipliés, se sont disséminés au point de se reproduire sur une échelle qui menace l'existence même des catégories les plus défavorisées, des Afro-Américains et d'autres catégories ethno-raciales pauvres aux États-Unis. Donc vous avez tout cela, cette question de la vulnérabilisation et de la dévulnérabilisation qui, Étienne, tu t'en souviens, que nous avons traité lors des ateliers de la pensée de Dakar il y a quelques années. Donc, l'Afrique étant là également un énorme laboratoire d'études pour qui veut étudier les pratiques de dévulnérabilisation et donc de résilience et ainsi de suite. Donc vous avez cette réflexion de type philosophique et socio-anthropologique, historique, et vous avez tout le travail qui se fait autour de la question de la sécurité humaine. Dans le sens où la sécurité elle-même a été longtemps pensée à partir d'une dimension un peu réduite, en termes de sécurité militaire, ainsi de suite, alors qu'au fond, c'est de sécurité humaine généralisée qu'il faudrait parler. Et donc, je ne réponds pas directement à votre question, mais j'essaie de voir comment est-ce que, en mobilisant ces réflexions et ces études qui ont permis d'élargir le concept de vulnérabilité, de dévulnérabilisation, d'un côté et de l'autre, le concept de sécurité, comment est-ce qu'on pourrait effectivement réunir, mettre ensemble, ou en tout cas rendre possible un questionnement susceptible de prendre très au sérieux la question de la sécurité biodiversité, whatever, que vous soulevez. Alors là, je ne préconise pas une révolution humaniste. Je croyais avoir expliqué tout à l'heure comment est-ce que, évidemment, disons que ce que j'essaie de participer à l'effort de décentrement de l'humain. Hein? Et par conséquent, effectivement, de l'humanisme qui aura été un peu le nom dernier de cet effort général. Donc décentrement, déplacement de l'humain en réponse aux mutations de tous ordres dont que nous venons d'évoquer, dans un geste théorique qui consiste à faire un pas de côté, pas pour nier ce que nous avons reçu, les héritages des Lumières en particulier, pas du tout, mais pour nous poser la question de savoir, mais si on fait un pas de côté,
et on apprend à regarder différemment. Est-ce qu'on verra des choses qui nous étaient impossibles de voir, juste dans une geste de curiosité qui nous permet d'aller à la rencontre de pensées auxquelles on n'a pas suffisamment prêté attention, mais qui pourraient effectivement nous aider au moins à poser les questions différemment. Parce que c'est quand même incroyable, dire que cette espèce de geste appauvrissant, alors qu'on a un gisement de pensée, ce geste consiste à n'en utiliser que une ou deux. On gagne quand même un peu plus à en utiliser peut-être 3 ou 4 au lieu d'une seule. Donc c'est vraiment quelque chose de ce genre. Et donc, votre commentaire sur technologie et ontologie, je prends ça. Le monde économique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé directement, on l'a évoqué en passant. Il aurait été important de le faire. J'essaie de le faire dans le livre en particulier, en prêtant attention à, en particulier, l'économie d'extraction, à l'extractivisme, parce que c'est le modèle dominant chez nous, et en montrant comment, en fait, l'extractivisme n'est pas du tout séparé de ce que certains appellent l'économie immatérielle. En fait, c'est un continuum. Sans le cobalt récolté au Congo, il y a un certain nombre de manifestations d'économie matérielle ou même celle des plateformes. Évidemment, le téléphone portable, les ordinateurs portables, toute la technologie miniaturisée, parce que c'est ça l'autre développement, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus petit, et ça devient de plus en plus portable, ça devient de plus en plus greffé sur nos corps. Cette économie des greffes qui ira s'accentuant dans les années qui viennent, elle est impossible sans le forage et l'ouverture du sol, du sous-sol, et la fouille dans les entrailles même de la terre. L'Afrique étant ici considérée comme le grand emporium. Les Anglais ont un terme emporium, c'est le grand site d'approvisionnement. On en parlait tout à l'heure à table. Vite fait de mettre en échec ces tentatives. Ce qui permet de voir qu'il y a différentes sortes de rationalité, différentes formes d'organisation, différentes formes de calcul d'ailleurs, parce que ces histoires-là, c'est pas juste comme ça. Il y a des formes de calcul qui sont en jeu dans ces arrangements de type sociologique qui ont l'air chaotiques. Et donc, vous savez, c'est cet intérêt intellectuel, cette curiosité par rapport aux différentes formes du vivant, différentes formes d'organisation qui, à mon avis, permet effectivement aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, qui permettra d'imaginer la négociation de l'hétérogénéité. Parce que l'hétérogénéité, on y est en plein. Et personne ne va y échapper. Comment négocier l'hétérogénéité dans toutes ses dimensions? Les migrations, ce que vous appelez ici l'intégration, ça touche tous les domaines. Et à ce sujet, nous avons développé en Afrique des techniques extraordinaires qui pourraient aider le monde effectivement à vivre. Tout à fait, à vivre l'hétérogénéité et en
disons, extraire des choses qui permettent d'alimenter le vivant. Bon, alors on a parlé très longtemps. Je vous remercie une fois de plus. Et merci à